Sous-marin. Ce seul mot donne une impression de malaise, suggère le secret, la crainte, des images qui font frissonner. Imaginez ces bateaux étranges, cachés au fond des mers, invisibles, coupés de la surface et du soleil. Ils frappent, insensibles, sans qu'on les attende, avec la rapidité de l'éclair. L'isolement, la claustrophobie, la tension règnent à bord. L'air est rare, il y flotte une odeur humaine et de machine. Pas de fenêtre, seul le commandant peut voir à l'extérieur à travers le périscope. Et le silence épais des profondeurs, la mer est partout, enserrant le sous-marin à l'écraser. 1900. Un engin bizarre apparaît sur la côte du Connecticut aux États-Unis. En surface, il se déplace avec des moteurs à essence, en plongée avec des batteries électriques. Et lorsqu'il navigue sous la surface de la mer, il se guide au compas. Il ne peut d'ailleurs pas y rester longtemps. Mais son étonnante capacité de voyager sous l'eau lui vaut son nom, le sous-marin. Il est armé de 4 torpilles. Une seule d'entre elles peut couler presque n'importe quel bateau. La furtivité du sous-marin et ses capacités de destruction attirent l'attention des marines du monde entier. Au cours des 15 premières années du siècle, tous les pays achètent ou construisent des sous-marins. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Russie, l'Italie et les États-Unis intègrent le nouveau bateau à leur flotte de guerre. Mais s'ils veulent en avoir, ils savent moins comment l'utiliser. On pense d'abord leur confier la défense des ports et des sabotages ponctuels. Ils ne paraissent pas adaptés au combat. Car lorsqu'il opère en surface, où il est plus rapide qu'en plongée, le sous-marin reste trop lent pour affronter un bâtiment de guerre. Un destroyer moyen se déplace en effet à une vitesse supérieure de 10 à 15 nœuds à celle du meilleur sous-marin. C'est pourquoi, quand la Première Guerre mondiale éclate, peu d'hommes imaginent la place que les submersibles vont prendre dans le conflit. Les sous-marins allemands, les U-boats, vont changer cette manière de penser. Ils attaquent les navires marchands qui sont lents. Subissant le blocus de leur port par les Anglais, les U-boats commencent à couler les cargos britanniques approvisionnant la Grande-Bretagne. En 3 campagnes qui étonnent le monde entier, ils démontrent leur capacité à couper le ravitaillement et à interrompre l'industrie. Pour les combattre, les Anglais mettent au point l'hydrophone, qui permet de surveiller les profondeurs, et les grenades sous-marines pour les atteindre sous l'eau. En vain. Beaucoup de responsables dans le monde soutiennent que les U-boats violent le droit international, mais on ne peut pas faire grand-chose, sinon subir. Au cours de la conférence navale de Washington en 1921, diplomates et chefs militaires tentent de limiter le rôle des sous-marins en cas de guerre. 8 ans plus tard, après de longues négociations, on publie un règlement international qui déclare illégal pour un sous-marin de couler un navire marchand sans l'avoir averti auparavant. Chefs d'État, ministres et militaires ont l'impression d'avoir ainsi neutralisé le mauvais génie des mers. Ils se trompent. En 30 ans, le sous-marin déclaré hors la loi va devenir le bâtiment le plus important de tous les océans. 3 hommes sont responsables de ce renversement. Voici leur histoire. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Karl Dönitz, chef des U-boats de la Kriegsmarine, tente de convaincre Hitler de l'utilité de l'arme sous-marine. Avec un nombre suffisant de U-boats, il se fait fort d'interrompre l'approvisionnement de l'Angleterre et de la forcer à capituler. Il est persuadé que les sous-marins représentent l'arme décisive de la guerre, l'arme suprême. La seule chose qui m'ait réellement effrayé pendant la guerre, c'était le péril entraîné par les U-boats. Il ne prenait pas la forme de violentes batailles ou d'étincelants succès, il se manifestait par des statistiques, des diagrammes et des courbes ignorées par la population, incompréhensibles pour le public. L'état d'esprit élevé et loyal du peuple ne comptait pour rien dans ce sombre domaine. Ou bien les vivres, les secours et les armes venant du Nouveau Monde ou de l'Empire arrivaient à bon port, ou bien ils n'y arrivaient pas. Lorsque Churchill écrit ces lignes en 1949, il se souvient de la défaite du corps expéditionnaire anglais en France et de l'évacuation de Dunkerque. Il avait vécu la bataille d'Angleterre et le bombardement des villes et de leurs habitants.
Il avait subi la force de la puissante armée allemande et de son artillerie. Il avait l'expérience des attaques de la Luftwaffe et avait été le premier leader politique à souffrir des moyens modernes de la terreur et des projectiles à longue distance. Il avait vu les travailleurs anglais innocents tués sous les bombes et les habitants de Coventry enterrés dans des fosses communes. Mais lorsque Churchill considérait ces 6 années terribles, c'étaient les sous-marins allemands qui le frappaient le plus. La montée en puissance de l'arme sous-marine commence en effet avec les U-boats. Printemps 1940. Les nazis mettent la main sur l'Europe de l'Ouest. Ils envahissent la France, s'emparent de la côte atlantique et dirigent leur regard vers l'Angleterre. Lorsque Hitler visite discrètement Paris, que la Wehrmacht vient d'occuper, ses troupes commencent déjà à se rassembler pour envahir l'Angleterre. Avec la chute de la France, s'évanouit l'espoir qu'a Churchill de voir satisfaire ses besoins en ravitaillement et en armes. La menace ne vient plus désormais des Allemands défilant dans Paris occupé, mais des U-boats patrouillant le long des côtes. En mai 1940, les ports français sont occupés par la Kriegsmarine, commandée par le grand amiral Raeder. La flotte de sous-marins, jusqu'ici bloquée dans la Baltique, est maintenant libre d'attaquer les bateaux marchands naviguant librement dans l'Atlantique. Partout, les ports situés sur les côtes atlantiques de France et de Norvège sont transformés en bases sous-marines destinées à faciliter la lutte contre l'Angleterre. D'immenses hangars sont construits spécialement à Brest, à La Rochelle, à Lorient, à La Pallice. Ce sont des structures en béton armé, indestructibles, protégeant les U-boats des bombes alliées. Elles existent encore aujourd'hui. Le commandant des U-boats est l'amiral Karl Dönitz. Un marin de la vieille école impériale, calme, froid et rude. Vétéran de la Première Guerre, il mesure les risques qu'il fait prendre à ses hommes. C'est aussi un visionnaire qui a compris que la nouvelle guerre sous-marine nécessite de nouvelles habitudes, quelquefois en rupture avec les traditions du combat naval et même, s'il le faut, avec les lois internationales. En novembre 1939, il publie son ordre 154. Il est interdit de sauver un naufragé et d'embarquer quiconque. Vous n'êtes pas concerné par l'existence des autres bateaux. Vous ne devez tenir compte ni des conditions climatiques, ni de la proximité des côtes. Préoccupez-vous seulement de votre propre bâtiment et mettez tout en œuvre pour réussir votre mission le plus vite possible. Nous devons être durs. Au début de l'été 1940, Dönitz lance ses meutes de U-boats à l'assaut des navires marchands afin de désorganiser l'Angleterre et gagner la guerre. Les commandants de sous-marins vont appeler cette période l'époque heureuse. Leur proie sont les grands convois de ravitaillement alliés voguant dans l'Atlantique. Sur cet immense espace, pour un sous-marin, l'existence des convois réduit ses chances de repérer un bateau isolé. Par contre, ces mêmes convois sont plus facilement protégés par des escortes concentrées. Les destroyers accompagnent les cargos pendant que les avions de la protection côtière assurent la couverture. Les U-boats, comme n'importe quel autre submersible de l'époque, ne peuvent rester en plongée très longtemps. Ils s'efforcent de naviguer en surface le plus souvent possible, mais sont alors exposés aux attaques aériennes. Mais les Alliés ne possèdent que peu d'avions et de destroyers. Les convois sont donc très vulnérables. Lorsque l'un d'entre eux est repéré par un sous-marin, le commandant du U-boat donne sa position par radio au quartier général installé à Brest. Le message est alors décodé et transmis à Dönitz. Grâce aux informations communiquées par ses différents commandants, l'amiral organise directement l'attaque en concentrant plusieurs U-boats dans la zone concernée. Un système sophistiqué de cartes divisées en carrés permet un repérage rapide et précis. Cette attaque coordonnée est à la base de la tactique appelée la tactique en meute de loup. Les résultats de cette tactique ne se font pas attendre. Au cours de ce premier été de guerre, opérant à partir des bases situées en France, les meutes de loups coulent 274 bateaux anglais. Dönitz ne perd que 2 U-boats. La bataille va se poursuivre pendant presque 2 années.
les U-boats semblent invincibles. L'Angleterre court le danger d'être coupée du reste du monde. Après plusieurs mois passés en mer, les U-boats regagnent leur base. Les marins exultent. Sur les pavillons, pendant aux vergues, ils ont inscrit le tonnage de chaque bateau allié coulé. Chaque commandant de U-boat sait qu'une campagne victorieuse garantit un retour triomphant. Mais les équipages de sous-marins reçoivent plus que les honneurs militaires. Leur solde est supérieur à celle des marins de surface. Et Dönitz veille personnellement à leur confort. Ils peuvent récupérer dans les meilleures conditions. Restaurants, boîtes de nuit, filles, leur font oublier les mois passés dans l'air confiné de leur bateau d'acier. Car la réalité de la vie à bord d'un U-boat, c'est essentiellement l'air confiné, la nourriture sans recherche et répétitive, des toilettes à partager avec 40 hommes. L'eau claire est si précieuse que les hommes ne se lavent et ne se rasent que rarement. Les matelots et les officiers de service dans la baignoire, à l'air libre, doivent affronter pendant de longues heures de quart les intempéries de l'Atlantique Nord. Comme l'a dit un jour un vétéran, la seule chose qui compte est ce cigare d'acier bourré de machines et d'armes. Tout ce qu'on y voit est en fer ou en acier. Au printemps de 1943, Dönitz dispose de plus de 100 U-boats opérationnels. Mais les Alliés ont mis au point une protection des convois plus efficace, basée sur une aviation plus nombreuse. Les services secrets britanniques ont percé les codes maritimes allemands. Grâce à leurs écoutes radio, ils parviennent à localiser les U-boats dans leur zone d'action. Une fois sur place, les sonars des navires de surface permettent de repérer les submersibles avec précision, même en plongée. Malgré ce progrès, les Alliés restent vulnérables. L'un de leurs points faibles est la côte du Groenland, où n'existe aucune protection aérienne. C'est là que les meutes de l'amiral Dönitz vont frapper. Le 15 mars 1943, l'U-653 repère un convoi important. Dönitz donne aussitôt à 3 meutes l'ordre de lui couper la route au nord et au sud, puis de l'attaquer. En réalité, il s'agit non d'un seul, mais de 2 convois, le SC-112 et le HX-229. Les services d'écoute britanniques interceptent les messages radio des U-boats, mais il est impossible de secourir des convois isolés dans cette région du Groenland. Cet affrontement, le plus important qui ait eu lieu pendant la bataille de l'Atlantique, est plus une exécution qu'une véritable bataille. 27 bâtiments de commerce sont coulés. Ils représentent 161 000 tonnes envoyées par le fond. 373 marins sont tués et disparaissent dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Un seul des 42 U-boats engagés est coulé au cours de la bataille. Un mois plus tard, en avril, le balancier de l'histoire revient dans l'autre sens. Une petite escorte de porte-avions accompagne désormais les convois et leur fournit une couverture aérienne permanente. Travaillant en étroite liaison avec les destroyers, les avions parviennent à repérer et à chasser les U-boats. Ceux-ci, lorsqu'ils sont en surface, n'ont pas de réelle protection contre les attaques aériennes. Ils sont obligés de plonger. Ils restent juste au-dessous de la surface, moteur au ralenti. Le commandant et l'équipage attendent l'attaque des grenades sous-marines. En éclatant, celles-ci produisent une onde de choc capable d'écraser la coque de l'U-boat et de le projeter à la surface. Les commandants de U-boat tentent d'échapper au danger en plongeant au plus profond, mais ils doivent malgré tout faire surface pour recharger leur batterie. Contre une telle menace aérienne, les chances des U-boats sont réduites. Un destroyer obstiné peut presque à coup sûr atteindre un sous-marin avec des grenades sous-marines ou le forcer à faire surface pour l'achever. Au
Au printemps 1943, des bombardiers à long rayon d'action B-24 commencent à patrouiller le long des côtes, doublant ainsi les porte-avions d'escorte. Les Liberators sont équipés de radars. Ils peuvent repérer les U-boats naviguant en surface à plusieurs milles, quel que soit le temps, de jour comme de nuit. Dès qu'ils en ont détecté un, ils foncent sur leur objectif avant qu'ils puissent plonger. Surpris, les loups gris de Dönitz n'ont pratiquement aucune chance de s'échapper. À la fin du mois de mai, les Alliés perçoivent de nouvelles armes contre les U-boats. Dönitz rappelle, au sujet de la bataille de l'Atlantique, « Des pertes, de lourdes pertes, doivent être équilibrées par un nombre équivalent de victoires. Les pertes du mois de mai avaient atteint un niveau insupportable. » L'Angleterre devait survivre. Il fallait que les vivres, les secours et les armes lui parviennent. Les loups de Dönitz se battront jusqu'à la fin, chassant les navires marchands là où ils pouvaient le faire et s'efforçant de faire face aux attaques aériennes. Ils infligent périodiquement de lourdes pertes aux Alliés. Mais plus la guerre est difficile, plus dur est Dönitz. À la fin de la guerre, sur les 40 900 jeunes Allemands ayant servi sur les U-boats, 20 000 avaient disparu avec leurs bâtiments, dont les 2 propres fils de l'amiral. Avec 70% de pertes, les sous-marins de Dönitz représentaient la branche des forces armées du monde entier ayant le plus souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant de se suicider, Hitler fait de Dönitz son successeur à la tête du Troisième Reich. C'est notamment pourquoi le grand amiral sera jugé à Nuremberg avec les autres chefs survivants du gouvernement et de l'armée. C'est à Nuremberg que Dönitz devra faire face à une accusation particulière. La guerre sous-marine totale qu'il avait effectivement menée sera déclarée hors la loi comme violant des accords internationaux conclus avant la guerre. Cette violation servira de base à l'une des principales charges pesant sur lui. Pour se défendre, le grand amiral fera paradoxalement appel à la marine des États-Unis et au chef de la flotte du Pacifique, l'amiral Chester Nimitz. Dans une lettre à la Cour de justice, Nimitz reconnaîtra que depuis le début de la guerre avec le Japon, les sous-marins américains avaient agi comme les U-boats de Dönitz et mené une guerre totale. Ils avaient attaqué des navires marchands sans sommation et n'avaient pas recueilli les survivants. Sur ces bases, Dönitz est condamné à 10 ans de prison, la peine la plus légère. Cette clémence relative aura plusieurs interprétations. La plus curieuse est sans doute que, si Dönitz avait effectivement fait attaquer des bâtiments de commerce, l'US Navy avait agi de même contre les Japonais. On ne pouvait donc pas condamner plus sévèrement le visionnaire qui avait montré aux sous-marins américains comment gagner la guerre du Pacifique. La fin de la Seconde Guerre mondiale déclenche aux États-Unis une vague d'espoir fou. Le Japon et l'Allemagne ont été vaincus. La paix universelle est à portée de la main. L'Amérique n'a plus d'ennemis. Les services des sous-marins de la Navy baignent dans cette atmosphère de victoire. Là où Dönitz a perdu, ils ont gagné. Les submersibles américains ont détruit les 2/3 du trafic maritime japonais et contraint son industrie à s'arrêter. Les marins rentrent chez eux avec le sentiment d'être invulnérables. Ils sont vainqueurs et les États-Unis possèdent l'arme essentielle, la bombe atomique. La puissance naturelle de l'univers est contenue dans la nouvelle bombe atomique. Les bombes les plus fortes, les plus destructrices produites jusqu'à ce jour, comme le terrifiant Grand Slam des Anglais et ses 11 tonnes, ne sont que des nains chétifs à côté de la nouvelle bombe atomique.
la confiance de l'Amérique est rapidement ébranlée par son allié pendant la guerre, l'Union soviétique. L'URSS est bordée par un certain nombre de pays qui ont été envahis pendant la guerre. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Albanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne. L'équilibre envisagé par Churchill et Roosevelt à Yalta disparaît avec la mainmise de Staline sur l'est de l'Europe. Une série de retentissantes affaires d'espionnage renforce la méfiance des États-Unis. Peu à peu se profile le spectre d'un monde communiste ou celui d'une liberté surveillée rompue par la violence. Les Américains sont inquiets. Frightening, isn't it? From all appearances, this community could be in Iowa, California, or Tennessee. But appearances are deceptive. This is not an American town. It isn't even in the United States. You might call this a college town, communist style, as part of a long-range plan to destroy our free way of life. These young communists are studying the economic, political, and religious institutions that are the very heartbeat of America. They're studying you. La bombe atomique devrait protéger les Américains de la menace communiste, mais uniquement si elle vient d'URSS. Une controverse nationale surgit sur la meilleure façon d'utiliser la bombe. Une concurrence sans précédent entre l'US Navy et l'Air Force apparaît au grand jour. La Navy et l'Air Force en effet se battent pour obtenir les crédits du Congrès. Chacun propose son programme pour l'arme définitive. La marine défend une flotte de porte-avions géants mobiles transportant des bombardiers capables de larguer une bombe atomique en partant de l'océan. L'aviation, elle, propose des escadrilles de bombardiers à long rayon d'action, les B-36, qui pourraient atteindre l'URSS en décollant des bases situées aux États-Unis. La solution B-36 finit par l'emporter. Quant au sous-marin, qui a permis de couler 60% de la flotte japonaise et dont Dönitz a démontré l'efficacité, il n'apparaît pas dans le débat. En 1947 même, une conférence réunissant les officiers de cette arme déclare que les sous-marins américains sont dépassés. La combinaison des moteurs diesel et des batteries oblige les commandants à naviguer essentiellement en surface, ce qui rend leurs bâtiments vulnérables face aux avions, aux radars et aux navires de surface. L'avenir des sous-marins apparaît aussi sombre que celui des bateaux hors d'âge qui remplissent les arsenaux. C'est pourtant dans son bureau, à l'arsenal de San Francisco, qu'un capitaine de l'US Navy va lancer non seulement le sauvetage des sous-marins décriés, mais encore qu'il va propulser ce type de navire au premier rang des flottes mondiales. La personnalité d'Hyman George Rickover n'est pourtant pas celle d'un révolutionnaire. Diplômé de l'université d'Annapolis en 1922, il n'a jamais combattu. Bien qu'il ait servi sur les sous-marins dans les années 30, il a voué sa carrière aux problèmes techniques. Élégant, intègre et réfléchi, Rickover a la réputation d'être d'un abord difficile, mais de bien faire les choses. Lorsqu'il quitte San Francisco pour sa nouvelle affectation à Oak Ridge, Tennessee, la marine espère qu'il pourra trouver quelques applications dans le domaine nouveau de la physique nucléaire. Mais en fait, Rickover n'a qu'une idée en tête, propulser les sous-marins non avec de l'essence, mais avec l'énergie provenant de la fission de l'atome. Si, après la guerre, quelqu'un veut étudier l'énergie atomique, il doit aller à Oak Ridge. L'atmosphère y est studieuse. De nombreux professeurs y sont familiers du projet Manhattan, que Rickover est impatient de découvrir. Lorsqu'il se présente à Edward Teller, père de la bombe à hydrogène, il dit « Je suis le capitaine Rickover, je suis idiot ». Cette franchise ne lui nuit pas. Teller soulignera par la suite que Rickover était l'un de ses rares élèves mettant en pratique ce qu'il avait appris. À Oak Ridge existe déjà un groupe pensant que l'énergie résultant d'une réaction nucléaire pourrait être utilisée aussi pour propulser les sous-marins. Une telle réaction, en effet, ne nécessite pas d'oxygène, ce qui permettrait donc à un sous-marin de l'utiliser sans avoir à faire surface. Rickover prend la tête de ce groupe et développe alors son idée.
Voici un schéma simplifié d'un plan de propulsion nucléaire. Ici, le réacteur, et là, la machine de propulsion à vapeur. Le réacteur hautement protégé renferme des éléments d'uranium enrichi. Des baguettes de neutrons contrôlent l'activité du réacteur et peuvent être soit intégrées dans celui-ci, soit retirées. Les atomes d'uranium divisés ou fissés produisent dans le réacteur une très forte chaleur. Cette chaleur est transportée jusqu'au générateur à vapeur contenant de l'eau à très haute pression, puis transférée dans une eau moins pressurisée, convertie alors en vapeur servant à entraîner la turbine de propulsion des navires et les jeux du générateur de cette turbine. Cette turbine peut fournir toute l'électricité nécessaire à bord du navire. Mais si l'idée directrice est simple, la réalisation en est beaucoup plus compliquée. La très forte chaleur générée par les réacteurs nucléaires et les risques de radiation dans l'univers restreint d'un sous-marin nécessitent des mesures de sécurité et une précision extrême. De nouveaux matériaux et de nouvelles structures doivent être conçus avant de passer à l'exécution. En 1949, Rickover obtient l'autorisation de construire un prototype de réacteur dans le désert d'Arco, dans l'Idaho. Afin de simuler parfaitement l'expérience, il fait reconstituer un sous-marin grandeur nature. Les essais ne pourront pas avoir lieu avant plusieurs années. Mais le 23 septembre 1949, l'URSS fait exploser sa première bombe atomique. Les Américains sont confrontés à un risque de guerre nucléaire. La course aux armements reprend et les États-Unis mettent les bouchées doubles pour développer leurs armes avant l'URSS. Dans ce contexte, les travaux de Rickover prennent un tour particulier. Dans la véritable paranoïa qu'est la guerre froide, on rêve de plus en plus de sous-marins filant sous la mer, propulsés par l'énergie atomique et indétectables. Le soutien du gouvernement s'accentue. On passe un contrat de construction avec l'Electric Boat Company à Groton, dans le Connecticut. Rickover et son sous-marin deviennent le fer de lance de la supériorité américaine. Le projet s'accélère. Le 14 juin 1952, le président Truman met en place et signe la quille de ce qui sera le premier bâtiment du monde propulsé par l'énergie nucléaire, le sous-marin Nautilus. Mais un mois plus tard, Rickover éprouve une très vive contrariété personnelle. En effet, pour la seconde fois, l'US Navy ne l'inscrit pas au tableau des promotions. Cela veut dire, selon la règle de la marine, qu'il devrait prendre sa retraite dans l'année à venir, bien avant que le Nautilus soit au point. Il semble que l'on veuille évincer Rickover de la marine avant la réalisation de son rêve. Cependant, le travail sur le Nautilus et le réacteur se poursuit. Le prototype sera prêt pour le premier essai en mars 1953. Pour la première fois au monde, de l'énergie nucléaire va animer la turbine d'un moteur. Tout a été fait pour que cette simulation soit le plus proche possible de la réalité. En effet, si l'essai est positif, l'avenir du sous-marin nucléaire est largement ouvert. S'il ne l'est pas, le programme sera reporté de plusieurs années. Le 30 mars 1953, 7 ans après l'arrivée de Rickover à Oak Ridge, le réacteur est allumé. C'est un succès total. 2 mois plus tard, après l'intervention du sénateur Henry Jackson, du secrétaire d'État à la Marine Anderson et de nombreuses autres personnalités, le commandement de l'US Navy élève Rickover au rang de contre-amiral. Au cours des 2 années suivantes, le travail incessant de Rickover porte ses fruits. Le 14 janvier 1954, le Nautilus est baptisé par Miss Eisenhower et glisse vers son nouveau royaume, la mer.
Un an plus tard, ses réacteurs complètement opérationnels, le Nautilus plonge pour la première fois. Hyman Rickover est désormais le père de la marine nucléaire. Pour sa première croisière à vitesse normale, le Nautilus couvre en plongée 1380 milles en 90 heures. Il relie sous la mer New London, Connecticut, à San Juan, Porto Rico. C'est, en distance et en temps, le plus long voyage jamais fait par un sous-marin. C'est aussi un record de vitesse. Le premier commandant du Nautilus, Eugene Wilkinson, est si enthousiaste qu'il écrit à Rickover « Les essais sont tels qu'ils conduisent à définitivement revoir la stratégie sous-marine et celle des sous-marins. Les conséquences sur les performances militaires de l'US Navy sont incalculables. » La semaine où le Nautilus est baptisé, l'amiral Rickover fait la couverture du Time. C'est pour lui le début d'une gloire qui va durer presque 30 ans, jusqu'à son départ à la retraite au début des années 80. En concevant le premier sous-marin nucléaire, Rickover a donné aux États-Unis un bâtiment dont les qualités de furtivité et de vitesse en font une arme terrifiante. Il restait à l'armée. Rapide, discret, indétectable sous la surface, le sous-marin nucléaire est l'arme sous-marine parfaite, celle que Dönitz avait envisagée. Un sous-marin de type Nautilus pouvait couler les flottes marchandes, attaquer des navires de guerre et même d'autres sous-marins. Mais dans les années 50, la menace de guerre n'est plus conventionnelle, elle est atomique. Pour constituer l'arme absolue, le sous-marin doit donc être capable de lancer une bombe atomique à l'intérieur d'un pays. Et dans l'esprit des leaders américains de cette époque, ce pays ne peut être que l'URSS et sa capitale, Moscou. Seule solution possible, le missile. Les missiles sol-sol avaient déjà été développés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient mis au point 2 engins différents. Le V1 était une sorte de missile de croisière, sans pilote. Pourvu d'ailes courtes et d'un moteur à réaction, il n'emportait qu'une tête explosive de taille moyenne, mais était néanmoins d'une redoutable efficacité. Le V2, beaucoup plus gros, était un véritable missile balistique, propulsé par des réacteurs qui le projetaient vers le ciel, assuraient la combustion et permettaient à l'engin d'atteindre son objectif. Le repérage de celui-ci se faisait à terre, à l'aide de 2 gyroscopes dirigeant le V2 pendant que les réacteurs brûlaient. Ces gyroscopes corrigeaient la direction et ajustaient la trajectoire en agissant sur les ailerons. Hauptstufe gegeben! Le V2 avait un rayon d'action plus long que le V1 et il était impossible de l'abattre. Pourvu d'une tête conventionnelle, il fit des ravages en Angleterre. L'US Navy est très intéressé par la combinaison du rayon d'action des missiles et de la furtivité des sous-marins. En 1950, utilisant les connaissances des savants allemands récupérés après la guerre, elle commence des essais de tir de missiles à partir de submersibles. Les missiles balistiques sont très grands, beaucoup dépassent de plusieurs mètres le diamètre des plus gros sous-marins. La marine développe alors un missile de type V1 appelé Regulus. Mais le rayon d'action de Regulus est trop court. Il ne permettrait pas d'atteindre une ville soviétique. En outre, il peut être abattu, et devant être tiré d'un sous-marin en surface, celui-ci est donc vulnérable. L'avenir de ce type de missile apparaît donc limité. Mais en 1955, l'amiral Harley Burke est nommé chef des opérations navales. Commandant de destroyers pendant la guerre du Pacifique, Burke est convaincu qu'il est possible de tirer un missile depuis un sous-marin. Il pense que l'utilisation de missiles nucléaires balistiques transformerait la marine en une arme stratégique décisive qui dissuaderait l'URSS ou n'importe quel autre pays d'attaquer les États-Unis. Il crée donc un service appelé Projets spéciaux. Et il choisit un pilote n'ayant jamais servi sur un sous-marin et n'ayant aucune compétence particulière dans le secteur des missiles, l'amiral William F. Rayborn.
Justifiant ce choix, Burke déclare « J'ai sélectionné Rayborn parce qu'il sait piloter, qu'il a de l'énergie à revendre, qu'il est enthousiaste et qu'il sait convaincre. Il peut obtenir ce qu'il veut et il sait apprécier les compétences des gens. » Rayborn constitue alors sa propre équipe et se met au travail. Pour stimuler ces hommes, il les incite à travailler non sur ce qui est possible à l'époque, mais sur ce qui le sera dans 10 ans, quand le projet sera en voie d'achèvement. Mais il doit immédiatement faire face à 2 problèmes. Il faut développer un carburant solide pour les missiles. Le fioul liquide est trop dangereux et trop encombrant pour être transporté sur un sous-marin. Il faut aussi trouver une solution pour réduire la dimension des têtes nucléaires des missiles qui nécessitent d'énormes roquettes capables d'atteindre l'objectif. En 1956, l'équipe de Rayborn travaille sur le problème avec un groupe de savants de Moods Hole, Massachusetts. C'est alors qu'Edward Teller indique que des petites têtes nucléaires seront bientôt au point. L'équipe Rayborn apprend aussi que le carburant solide va bientôt arriver. Les plans de base du futur sous-marin lanceur de missiles et des missiles eux-mêmes sont conçus en quelques semaines. Rayborn donne au système le nom de Polaris. Les sous-marins Polaris stockent 16 missiles dans des tubes verticaux. Un coup d'air compressé propulse chaque missile vers la surface où le carburant solide prend le relais et le dirige sur son objectif. Mais le 3 août 1957, l'URSS annonce qu'elle a lancé le premier missile balistique intercontinental. 2 mois plus tard, c'est le tour du Spoutnik, le premier satellite. Brusquement, la technologie américaine semble dépassée. Le président Eisenhower apparaît à la télévision pour rassurer le public sur une éventuelle attaque venant de l'espace. Mais s'il rassure le peuple américain, il presse en même temps les militaires. Le programme d'armement des États-Unis doit être accéléré. 3 semaines après le lancement du Spoutnik, le programme Polaris prévu sur 10 ans est reconsidéré. Burker et Rayborn proposent de lancer le premier sous-marin vers 1960, avec 5 ans d'avance sur le programme d'origine. Cela entraîne la construction d'un Polaris en 2 ans. Les ingénieurs de l'Electric Boat Company pensent que c'est impossible, mais Rayborn trouve la solution. L'USS Scorpion, un sous-marin en construction, est modifié et allongé pour pouvoir installer les 2 rangées de tubes, le contrôle des missiles et l'équipement de navigation. À peine 1 mois plus tard, les crédits sont débloqués et les travaux sur le sous-marin, rebaptisé George Washington, s'accélèrent. L'équipe de Rayborn commence les essais de missiles en avance sur la date prévue. L'opération Pea Shooter doit permettre de tester un tir Polaris. D'abord, des factices en caoutchouc quittent le missile lancé d'une station au sol. Le matériel de lancement simule le mouvement d'un bateau. Le factice est d'abord lancé de la terre ferme, puis de la mer. And then from the sea. Polaris, un nouveau concept de défense nationale basé sur un sous-marin à rayon d'action intermédiaire. À la fin de 1959, dans le plus grand secret, les ouvriers préparent le George Washington aux essais définitifs. Rayborn et son équipe sont à 2 doigts d'un énorme succès sur le développement atomique. Mais la mission du 30 décembre 1959 revêt une particulière solennité. Les 16 missiles Polaris que transporte le George Washington ont une puissance destructrice supérieure à l'ensemble des bombes larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les créateurs de ce sous-marin et ceux qui vont le faire marcher assument une grave responsabilité. Prions
Dieu éternel, dont la domination s'étend d'un pôle à l'autre de la terre, qui gouverne les cieux et les mers, écoute nos prières et accorde ta bénédiction à ce sous-marin, le George Washington. Guide et protège l'équipage engagé dans la protection de ce pays et la défense de notre liberté. Dieu Tout-Puissant fait progresser la cause pour laquelle nous, les hommes de la marine des États-Unis, nous sommes unis. Que les hommes du monde entier puissent bénéficier d'une plus grande liberté et d'une paix plus grande encore que celle dont ils profitent aujourd'hui. Le 20 juillet 1960, le George Washington quitte la côte de Floride pour le premier essai réel de tir de Polaris sous-marin. 2 jours plus tôt, des problèmes électriques avaient retardé cet essai. À bord, le capitaine James Osborne, commandant du George Washington, et l'amiral Rayborn lui-même. 12h39, début du compte à rebours. Polaris tire des profondeurs vers la cible, parfait. Tel est le bref texte du câble envoyé à la Maison-Blanche. Polaris est un triomphe. Six mois plus tard, l'amiral Burke, assis dans la grande salle du Congrès, écoute John Kennedy faire sa première déclaration adressée à l'Union. Dans sa campagne présidentielle, Kennedy avait promis de combler le retard des USA sur l'URSS en matière de missiles. Il plaide maintenant pour une politique ferme de défense. Il ne cite dans son discours qu'une seule arme par son nom. I've directed prompt action to step up our Polaris submarine program. We'll build and place on station, at least 9 months earlier than planned, substantially more units of a crucial deterrent. A fleet that will never attack first, but possess sufficient powers of retaliation, concealed beneath the sea, to discourage any aggressor from launching an attack upon our security. En 1947, on avait déclaré que les sous-marins américains étaient dépassés. Moins de 15 ans plus tard, le sous-marin Polaris était devenu un instrument de la puissance présidentielle, une arme absolue capable de défier les pays hostiles. Depuis les premières sorties du Polaris, le monde a assisté à une prolifération des missiles balistiques sous-marins américains et soviétiques. Au contraire des silos à missiles qui peuvent être détruits, des bombardiers à long rayon d'action qui peuvent être abattus, les sous-marins nucléaires sont insaisissables. La meilleure façon de mettre un sous-marin en échec est de le repérer. Et le meilleur moyen de le repérer est d'utiliser un autre sous-marin. Ainsi est né un jeu du chat et de la souris entre les submersibles américains et soviétiques, les uns recherchant les autres en permanence. Les sous-marins des deux nations possèdent un armement nucléaire suffisant pour détruire la planète. 50 ans après que Churchill a déclaré que les U-boats avaient représenté le seul péril qu'il ait craint, les sous-marins constituent encore la menace la plus terrible existant au monde.